3 ans de gouvernance, est-il possible d'établir le bilan de la gouvernance de Félix Tshisekedi? La réponse est oui. En 3 ans de gouvernance, est-il possible d'évaluer les réalisations dans une grande capitale comme Kinshasa? La réponse est oui. Et surtout, en 3 ans de gouvernance, est-il possible d'esquisser les possibilités de développement dans notre pays? La réponse est oui également. Aujourd'hui, nous allons en parler. En parler avec une voix autorisée parce qu'il est à la fois professeur d'université en matière économique, il est aussi acteur politique parce qu'il préside l'Assemblée provinciale de la capitale province, Kinshasa, mais aussi c'est un observateur averti de l'évolution de l'économie mondiale et celle de notre pays. Vous l'attendez, cette émission, parce que vous êtes très nombreux, depuis qu'on l'a annoncé, quelque chose comme 300 questions reçues pour lui. Voici l'invité, c'est le professeur Godin Poy, que je demande de me retrouver sur ce plateau. Monsieur le Président, professeur, bonsoir, bonjour. Bonsoir, merci. Merci en décalage horaire à travers le monde. Merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous êtes la vedette du jour parce que depuis ce matin, 9h de Kinshasa, que nous avons lancé la promo de cette émission, que des questions reçues. Il y a à peine 5 minutes, un ancien premier m'a appelé pour me demander est-ce que l'émission commence ou pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes au devant de la scène, projecteur sur vous, tout va bien? Ça va bien et c'est ça la magie de GMK, c'est de faire la télé autrement. Voilà. Installez-vous, président. Merci beaucoup. L'une des questions qui m'a été posée, et je vais vous la poser tout de suite parce que comme ça on s'est réglé. On dit de vous, vous êtes un président atypique dans votre façon de parler, dans votre façon d'avoir une certaine liberté d'expression, mais aussi dans votre façon de vous présenter et de vous habiller. Quel est votre conseiller habilleur, Godin Poy? Non, je n'ai pas de conseiller. En fait, je l'ai toujours dit et je vais encore le répéter, c'est que l'accoutrement obéit à des conditionnalités climatiques et culturelles. Autrement dit, pourquoi vous êtes si précieux dans le choix de tenue? Chaque dimanche, Bélédou Jésus nous offre une version de Godin Poy chaque dimanche. C'est sa façon d'évangéliser en fait. C'est sa façon d'évangéliser, mais ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas de manière ostentatoire que nous le faisons. En fait, nous voulons un peu nous émanciper du catalogue. C'est quoi le message que vous voulez faire passer à travers cet accoutrement? La liberté? Le message, ce n'est pas seulement la liberté. Le message, c'est que aujourd'hui, l'Afrique a besoin de théories de moyenne portée pour son développement. Donc, il faut faire de l'hybridation et ne pas faire du copier-coller de peur de verser dans le mimétisme tragique. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Vous appelez ça mimétisme tragique? Voilà. C'est-à-dire que les gens qui sont dans les carcans stricto officiels... Oui. En management, il y a la théorie de la contingence qui veut qu'on adapte le principe à l'environnement. Donc, lorsque vous voulez être tout le temps en noir, parce que Macron est toujours en noir, vous oubliez que vous et Macron, vous n'avez pas la même couleur de peau, alors ça pose problème. Lorsque vous voulez être tout le temps en noir, tout en vivant en Afrique, il faut savoir que les couleurs noires recèlent une grande quantité de chaleur et ça pose problème. Ok. Voilà. Godin Poy, pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle, vous êtes un grand professeur d'économie dans plusieurs universités ici au Congo, vous êtes expert en douane et finance, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes en ce moment président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ça fait de vous un homme éclectique, presque complet, mais est-ce que ça ne vous étouffe pas de faire à la fois de l'économie, de la politique et surtout de la religion, de la spiritualité? Non, ça ne m'étouffe pas. En fait, j'ai été inspiré par mon ancien secrétaire général académique, M. Foucault,
Pendant que j'étais encore jeune, il me disait que l'avenir n'appartenait pas aux généralistes et il n'appartenait même pas aux spécialistes. Mais l'avenir appartenait aux spécialistes de plusieurs métiers. C'est-à-dire? Donc ce sont les professionnels de plusieurs métiers qui contrôleront l'avenir. Il faut être éclectique. Voilà. Il faut être bon en économie, bon en politique, et bon dans la chose spirituelle. Et la difficulté, donc c'est que lorsque je n'avais fait que l'économie, j'avais des difficultés à comprendre les enjeux politiques. C'est ainsi que lorsque tu lis l'évolution de la pensée économique, il y a une école qu'on appelle l'école de public choice. Et cette école veut qu'on puisse tenir compte de la donne politique dans les décisions économiques. C'est ce qui fait que j'étais obligé un peu modestement de faire les sciences po, de faire un peu les droits. C'est des universités prestigieuses. Vous êtes contre ceux qui ont, entre guillemets, obtenu des diplômes un peu, je dirais, sous les tropiques. J'ai un appétit d'ordre. Donc tout celui qui blague avec l'enseignement ne sera jamais mon ami. Ah oui? Et si ce que les gens ne comprennent pas, si nous voulons développer le Congo, le plus important, ce ne sont pas les tonnes de cuivre et de cobalt que nous allons exporter. Le plus important, c'est la quantité de cervelles que nous aurons à ce moment-là mise dans la tête des Congolais. C'est ce qui va nous permettre d'aller de l'avant parce que le Japon n'a pas de ressources naturelles comme nous, mais il prête l'argent aux États-Unis d'Amérique. Lorsque vous êtes en Corée du Sud, les enfants partent à l'école à 6 h du matin et retournent à 19 h. Et chez nous, on arrête de travailler à 16 h. Non seulement qu'on arrête, maintenant toutes les écoles sont entourées par des bars et des buvettes. Donc pas moyen de réfléchir. Non. Ça pose problème tant que nous n'allons pas revisiter notre système éducatif, c'est-à-dire instaurer la méritocratie. Tu sais, JMK, nous sommes le seul pays au monde où quelqu'un peut entrer dans la fonction publique. Du recrutement, le secrétaire général n'a jamais concouru. Donc il n'a jamais prouvé s'il est capable ou pas. Voilà. C'est ce qui fait que nous n'avançons pas. Parmi les 300 questions que j'ai reçues, la première, que je trouve fondamentale, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça de New York, qui dit: est-ce que Godin Poé mesure la responsabilité qu'il porte en voulant faire le bilan économique des 3 ans de Félix Tshisekedi? Ce n'est pas pour la toute première fois. Je l'ai fait à l'époque du maréchal Mobutu, là, encore dans des auditoires restreints. Je l'ai fait avec M. Laurent Désiré Kabila, donc je l'ai fait avec Joseph Kabila. Mais pourquoi je vais hésiter de le faire avec le président Félix Tshisekedi? En fait, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que tous les archers intellectuels ont abandonné la télé. Et la nature ayant horreur du vide, c'est du folklore. C'est ce qui fait que chez nous, je ne dis pas que moi j'ai un pédigré élevé par rapport à d'autres, mais je crois que ces derniers temps, ce n'est pas très intéressant. Lorsque vous suivez nos médias, c'est du tintama. Alors, le club des économistes de Londres qui m'a envoyé certaines questions me disent: la faute appartient aux intellectuels congolais, aux professeurs des universités congolais, de ne pas s'approprier la réflexion intellectuelle, sauf peut-être, on va dire, ce que ma tête est en train d'animer en ce moment avec son cahier économique, Congo Challenge. Il publie des études assez régulièrement. Ouais. Mais on dit que globalement, les économistes congolais ont abandonné le débat économique, le débat politique, le débat intellectuel aux militants de partis. Est-ce que vous mesurez cette irresponsabilité intellectuelle de notre élite? Il n'y a pas que ceux qui ont fait l'économie qui ont fait qu'abandonner la politique. Tu aurais remarqué GMK, parce que j'étais titulaire parce que tu as la gestion de la pensée en fait, collective, vous l'avez abandonné, vous l'avez laissé à la rue. Les problèmes, c'est lesquels? On a abandonné la politique entre les mains, dans la plupart des cas, je ne dis pas tout le monde, entre les mains inexpertes. C'est ainsi que ce qu'on fait en RDC, ce n'est plus la politique. C'est quoi? C'est de l'impolitique. Oh.
Donc, il faudra, l'heure est arrivée, pour que tous ces tatillons, ces moutons à 5 pattes, puissent s'engager politiquement pour sauver la République démocratique du Congo. Mais pas quelle magie vous allez faire. Parce qu'on va attaquer tout de suite. Non, mais il faut se battre. Il doit faire. Vous allez réquisitionner les professeurs intellectuels pour s'occuper de la politique. Il doit faire comme nous. C'est le gouvernement. Oui. Moi, là, moi, je sais me battre. Je sais me battre. Donc, je ne me suis pas encore frayé un chemin, mais je crois que je parviendrai un jour. Il ne faut pas. En fait, l'émergence passe par l'intelligence. Je ne dis pas que moi je suis plus intelligent que les autres. Mais tant que nous n'allons pas convoquer les grandes forces de l'intelligence, notre pays n'ira pas de là. Mais de quand vous direz aussi que tous les pouvoirs ont cheminé avec les professeurs d'université qui ont montré leurs limites en termes de réalisation. Je peux rappeler, l'Institut Makanda Kabobi n'était que constitué d'intellectuels, de professeurs d'université, les Kangafou et les autres. On peut aussi rappeler que Joseph Kabila a été accompagné que des universités. Et rappelez-vous, le Bochab, le Lumanu, à l'époque du maréchal Mobutu, il y avait tous les grands professeurs d'université qui étaient aux côtés de Madou Moulumba, les grands économistes. Et tout récemment, Joseph Kabila avait aussi beaucoup de professeurs qui étaient avec lui, mais pour quel résultat enfin? Et aujourd'hui, si vous dites, il faut que mes collègues intellectuels rejoignent l'arène politique, est-ce qu'ils ne vont pas répéter les mêmes erreurs qu'hier? Oui, j'entends souvent les gens... De laisser l'expertise au campus, et dès qu'ils sont dans les cabinets ministériels, ouais, il faut complètement autre chose. J'entends souvent les gens dire que ce sont les intellectuels qui ont détruit ce pays. Mais je ne sais pas d'où ils tirent cela. La difficulté chez nous, c'est que nous sommes les seuls pays où tout le monde passe à la télé. Tu as travaillé dans les grands médias du monde, les personnes qui passent à la télé dans un état normal sont triées sur le volet. Parce qu'en fait, la télé, c'est les 6 années de l'université pour ceux qui n'avaient pas eu le temps et les moyens de le faire. Alors à ce moment-là, on arrive à des conclusions hâtives qui frisent en fait de la dromologie. Donc, c'est Henri Mitzberg qui répond à cette question-là. La difficulté chez nous, tout le monde parle de tout. C'est ainsi qu'ils sont même en cours de l'exit. Finalement, comme ils abordent tout, ils s'appellent des nosologues. Non, ça, ce n'est pas. En français, il y a un terme qui correspond à cela. Donc, celui qui aborde toutes les questions, on ne l'appelle pas nosologue. En français, on l'appelle un encyclopédiste. Donc, vous voyez que les gens sont même à court d'inspiration. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? La question que tu poses, GMK, a été déjà résolue par Henri Mitzberg. Lorsque Henri Mitzberg parle des organisations, il te dit que l'organisation a 5 parties. Il y a le sommet stratégique, la ligne hiérarchique, le bloc opératoire, la fonction logistique et la technostructure. Mais si le prof qui fait la politique, il est dans la ligne hiérarchique, ou bien il est dans la technostructure, quel pouvoir a-t-il effectivement? Les conseillers ne décident pas. Les conseillers, ils ne font que des conseillers proposent. Ils ne font que des notes. Les conseillers proposent et par moment, vous savez que le malheur de ceux qui se réveillent très tôt, c'est de n'avoir comme interlocuteur que les oiseaux. Par moment, tu peux faire des propositions et ne pas être suivi. Oui, tu peux être écouté mais pas entendu. Peut-être entendu mais pas compris. Donc, dire que ce sont les profs qui ont tué ces pays, je comprends, ce sont les amis qui n'ont pas appris la gouvernance à l'école. Mais je te dis, lorsque Henri Mitzberg présente l'organisation, il insiste que ceux qui ont la possibilité d'influencer positivement les choses, ce sont ceux qui sont au niveau du sommet stratégique. Ceux qui ont la signature. Voilà. C'est ceux qui ont l'effectivité du pouvoir. Parlons-en maintenant. Voilà. De ces 3 ans de Félix Tshisekedi, président de la République. Vous êtes économiste. Quand on évalue un pays, on évalue en termes des taux de croissance, de la stabilité de la monnaie, de la production nationale brute,
de référence d'espérance de vie, de pouvoir d'achat, de panier de la ménagère, de tout ce que je viens de citer. Qu'est-ce qu'il a réalisé? Bon, nous sommes en train de faire un bilan. Notre lecture ne doit pas être que longitudinale, mais il doit être également polygonale. C'est ainsi que pour éviter la tartine des trucs, nous allons prendre les 4 indicateurs qui peuvent nous permettre de voir si nous avançons bien ou reculons. Voilà. Tu as déjà bien fait de les rappeler. Si nous voulons faire le bilan, nous devons interroger certains agrégats économiques pour savoir où est-ce que nous étions en décembre 2018. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En mars 2022. Voilà. Et je peux retenir 4 agrégats. Nous commençons par le PIB. Nous allons parler du taux de croissance. Nous allons parler du taux d'inflation. Et enfin, nous allons également parler des opérations du cadre budgétaire pour voir comment les finances publiques ont finalement évolué pendant ce temps. Que les gens m'excusent, hein, donc moi je ne suis pas militant. C'est schématique. Je ne suis pas militant. C'est schématique. Là, on parle science. Là. En cette matière, je ne fais des cadeaux à personne. On va laisser les chiffres parler. Oui. Et après avoir expliqué les recentrages macroéconomiques, à ce moment-là, nous allons descendre un peu au marché pour voir s'il y a une corrélation entre l'évolution des agrégats et finalement ce que nous trouvons au marché. À ce qui concerne le PIB, lorsque l'actuel président prenait son pouvoir fin 2018, nous avons un PIB de 46 milliards de dollars. L'année qui a suivi, nous étions à 50 milliards de dollars. L'année qui a suivi avec la pandémie de Covid, nous sommes descendus un peu à 49 milliards 600 000. Et finalement, l'année passée, nous étions à 52 milliards 600 000. Donc, de ce point de vue-là, il y a progression. Nous passons de 46 à 52. Il faut également interroger un autre indicateur. C'est le taux de croissance. En fin 2018, nous étions à 5,8. En 2019, nous sommes descendus à 4,4. En 2020, nous sommes descendus à 1,7. Et l'année passée, nous avons terminé à 5,4. Mais là, il y a une précision qu'il faudra apporter, c'est que l'année 2020 a été une année atypique sur le plan mondial. Mais Covid dedans. Avec la pandémie de Covid, il y a des États comme la Belgique et la plupart d'États de l'Union européenne avaient fini cette année avec un taux de croissance négatif. Même la plupart de nos pays voisins. On n'a pas été affecté en termes de taux, par exemple, de maladies, avec des taux de décès, par exemple. Non, c'est-à-dire que lorsqu'on est la conséquence économique. Oui, et puis il y a des implications chez nous. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les taux de 1,7, lorsque vous lisez ça sous l'optique SWOT, c'est-à-dire que vous tenez compte des forces, des faiblesses, des menaces et des opportunités, il fallait considérer que ça a été une performance. Et le troisième indicateur que je voulais prendre ici, c'est le taux d'inflation. Parce que je vois depuis un certain temps, quand j'aime me renseigner, j'aime m'informer, je suis télé 50. Par moment, ça l'allure d'une pièce de théâtre. Je vois les gens qui débarquent avec des sacs de maïs, des grossettes de manioc. Ils disent qu'en 1960, c'était autant. Mais non, ça ne se fait pas comme ça. Donc, si toi, tu as acheté les sacs de maïs dans ton quartier, il faut savoir que tu n'es pas le seul à vivre en République démocratique du Congo.
et qu'il y a d'autres Congolais qui vivent à Sakanya, qui vivent à Haru, qui vivent à Bende, qui vivent à Désavoué. Alors, lorsque vous êtes en train de faire une lecture économique objective, vous ne mesurez pas l'inflation par rapport au prix de votre quartier, parce que la République démocratique du Congo n'est pas construite que de votre quartier. C'est ainsi que là, nous prenons l'indicateur qu'on appelle le taux d'inflation. En 2017, là je remonte un peu plus haut, on était à 54, mais en 2018, nous étions à 7,2. Taux d'inflation. Oui. L'année qui a suivi, c'est-à-dire en 2019, nous étions autour de 1,6. Un peu comme le taux d'inflation qu'on a eu entre 2012 et 2015. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En 2020, avec la pandémie de Covid, on a encore remonté jusqu'à 15%. Mais finalement, l'année passée, nous avons terminé l'année avec le taux d'inflation de 5,1%. Pendant ces temps, la France a clôturé l'année avec le taux de 5%. Les États-Unis étaient à 6%. Donc, on peut considérer sur le plan chiffriste que nous sommes dans la bonne direction. Mais je vais expliquer, parce que tout ça, ça doit avoir du répondant au marché. Oui, parce que moi j'ai des questions. On aura le temps parce que les indicateurs voilà. que vous me donnez, oui. si moi je me place en tant que lecteur basique, je comprends que le Congo évolue. Voilà. Mais si je suis un consommateur... Alors je prends le dernier indicateur. Oui, quand vous parlez de la stabilité. Oui, on va expliquer tout ça. Le taux d'inflation, par exemple. On dit qu'on est dans le bon. On va expliquer dans une certaine mesure, prodiguer certains conseils. Oui. Les quatrième indicateurs, ce sont en fait les opérations du cadre budgétaire, en l'occurrence l'évolution des finances publiques. Qu'est-ce qui se passe? Donc, en 2018, ça a été un record. Donc, on avait les recettes de 4 milliards 892 millions. Et ça dépassait légèrement les recettes qu'on avait réalisées en 2014 et en 2015. À l'époque de Matata. Vous pouvez citer les noms, donc, mais je préfère donner plus les années. Mais c'est depuis que le Congo existe sur le plan chiffriste, le record en termes de recettes jusque-là était celui qui a été réalisé en 2018. Nous avons terminé l'année avec les recettes de l'ordre de 4 milliards 892 millions. Et quand l'actuel président arrive, la première année, avec cet environnement économique, on était descendu jusqu'à 3 milliards. Mais l'année passée, nous avons terminé l'année avec 6 milliards 792 millions. Donc, en prenant ces 4 indicateurs, ça renseigne que nous sommes dans la bonne direction. Mais il y a une question à laquelle il faut répondre. Pourquoi tous ces indicateurs sont pratiquement ouverts? Oui. Mais il y a surchauffe au marché. Oui, et il y a un paiement aussi. Oui. Ça, il y a aussi la misère de la population. Voilà. Et il y a aussi nos diplomates. Moi, j'étais avec des ambassadeurs tout à l'heure. Certains, d'ailleurs, pour ne pas dire beaucoup, qui sont encore à Kinshasa, c'est tous en train de partir, me disent qu'ils sont impayés, nos diplomates à travers le monde. Voilà, ça pose problème. Vous dites qu'on a des liquidités, mais on a des charges auxquelles on fait pas face. Et ce qu'il faut d'abord reconnaître, ça c'est une autre paire de manches. Donc, lorsque nous regardons sur cette période de 3 ans, il y a eu du progrès. Mais maintenant, la question qu'on se pose, la question qui fait l'objet des interrogations et réinterrogations, des débats, c'est de savoir pourquoi le taux d'inflation a été maîtrisé, mais il y a surchauffe au marché. Pourquoi? Et là, il y a des réponses à donner. Nous sommes les seuls pays qui consomment ce qui ne produit pas et qui produisent ce qui ne consomment pas. Et avec la pandémie du Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu perturbation des sources d'approvisionnement. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes en Chine, par exemple,
ils ont la stratégie médicale qu'ils appellent la stratégie zéro Covid. Qu'est-ce qui se passe en Chine lorsque une province, une entité était atteinte? C'était le confinement, c'est-à-dire on stoppait la production. Et tout cela, aujourd'hui, avec la notion de la chaîne de valeur, a perturbé les sources d'approvisionnement. Et il se fait qu'avec la reprise actuelle des activités économiques, en Occident comme en Orient, il y a plus de demandes que de produits. Voilà. Alors, à ce moment-là, au nom de la loi de l'offre et de la demande, le prix d'équilibre doit monter vers le haut. Et lorsque tu lis l'environnement commercial immédiat de la RDC, nous avons des grands partenaires, dont le premier en termes de regroupement économique, c'est l'Union européenne. Et le deuxième partenaire en tant qu'État, c'est la Chine. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsqu'il y a inflation au niveau de l'Europe, lorsqu'il y a inflation au niveau des États-Unis, lorsqu'il y a inflation au niveau de la Chine, pour les États à économie extravertie comme la RDC, vous allez vivre ce qu'on appelle de l'inflation importée. C'est-à-dire qu'en fait, les biens coûtent cher déjà dans les pays d'importation. À ce moment-là, cela a de l'incidence sur la consommation locale. Ça, c'est le premier élément qui explique la surchauffe actuelle. Mais il y a aussi un deuxième élément, ça, c'est de la responsabilité du Congolais. Lorsque tu lis les droits économiques de la RDC, l'affichage de prix est obligatoire. On fait le tour de toutes les grandes boutiques qu'il y a ici au centre-ville. On n'affiche pas. Est-ce que tu penses qu'on a besoin des Chinois pour contrôler le prix? Non. Ça, c'est de notre responsabilité. La question, professeur. Voilà. Vous dites que nous sommes un pays d'importation. C'est-à-dire qu'on consomme ce que nous importons à majorité. Mais est-ce que l'huile qu'on consomme, les condiments qu'on a ici, les légumes, la farine de manioc ou de riz, ou plutôt oui, de maïs par exemple, ça doit augmenter pour quelle raison? C'est très simple. Tu as fait les finances, je sais que tu poses la question pour les téléspectateurs. Oui. En économie politique, on nous avait parlé du prix de bien A et le prix du bien B. Donc il y a ce qu'on appelle en économie les prix relatifs. Donc lorsque moi je vends les produits domestiques et qu'au bout du tuyau, je dois acheter les produits importés, je dois faire un effort pour que mon revenu me permette d'acheter les produits importés à leur prix. C'est la hausse volontaire. Non, ça c'est de l'économie. Par contre, il y a des petits mécanismes pour vivre le vrai juste prix au marché. Donc, ça c'est le prix relatif. Dès lors que les biens importés ont un prix A, les biens domestiques ont un prix B, il y a un prix relatif qui se dégage, dont moi, les producteurs locaux, je cherche automatiquement à m'ajuster en fait pour être capable d'acheter ce dont j'ai besoin. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'environnement congolais? Je l'avais dit et j'écris les trois, je suis prêt à le répéter même devant un fusil, c'est que pour vivre le juste prix, au-delà de cet aspect que je venais d'évoquer, relatif à l'inflation importée, il y a des choses qu'il faut faire. Le juste prix, on l'obtient avec méthode. Le juste prix, on ne l'obtient pas par voie d'arrêté et de décret. Donc il y a des méthodes pour y parvenir. Lorsque vous êtes dans un état à économie extravertie comme la RDC, le réflexe normal de l'opérateur économique qu'on appelle homo economicus, c'est de minimiser les coûts et de maximiser les profits. Et qu'est-ce qui se passe de manière empirique? Les opérateurs économiques ont tendance à minorer la valeur de leurs marchandises au cordon douanier.
Et comme nous sommes dans le contexte de la facilitation des échanges, la douane n'est pas obligée aujourd'hui de retenir indéfiniment les marchandises dans ses entrepôts. Donc c'est sur pied, c'est cet accord qui a été négocié à Bali, qui est entré en vigueur depuis 2017. Je signale par ailleurs, alors maintenant, oui, ces gens-là, ils ont l'habitude de minorer la valeur CIF au cordon douanier. Or, dans des États économiques extravertis, la variable la plus significative en matière de prix, c'est la valeur CIF. Les mêmes opérateurs qui avaient minoré la valeur au cordon douanier, dans les structures de prix, ils gonflent finalement la même valeur. Qu'est-ce que j'avais conseillé à son temps? Parce que la douane n'a pas le temps de bloquer pendant longtemps la marchandise. Il doit y avoir une collaboration entre le ministère de l'économie et l'administration des douanes. C'est-à-dire, le ministère de l'économie prend les structures des prix qui ont été communiqués par les mêmes opérateurs, il les renvoie à la douane, on fait un rapprochement pour voir si la valeur qui a été déclarée à l'importation, c'est celle-là qui se trouve également dans les structures de prix. À ce moment-là, lorsque vous faites les rapprochements, la frasque va conduire à des redressements fiscaux. C'est-à-dire lorsqu'on découvre qu'il y a un écart. Du coup, la douane fait des redressements qu'on appelle dans le jargon les contentieux. Ce sont des recettes supplémentaires pour la République. Vous le faites 3, 4 fois, le juste prix va se faire observer automatiquement et de manière robotique par rapport au marché. Mais malheureusement, quand nous expliquons cela, je crois que nous n'avons pas bien suivi. J'ai appris que les amis, je ne fais pas citer le nom des gens ici, ont transmis à la douane les prix des chercheurs qu'ils avaient récoltés en Namibie. Mais c'est vraiment une bourde sur le plan douanier. Les douaniers comprennent ce que je suis en train de dire. D'après l'Organisation mondiale du commerce, il y a 6 méthodes pour évaluer la marchandise. Et c'est comme ça dans tous les pays du monde. Lorsque vous recourez à la valeur transactionnelle des marchandises identiques ou similaires, il y a un problème de délai et de niveau de transaction. Donc on ne devrait pas envoyer à la douane le prix collecté en Namibie parce qu'il y aura des problèmes. Lorsque la facture de référence est vieille de plus de 60 jours, on ne l'applique plus. Et le niveau de transaction du gouvernement n'est pas forcément le même niveau de transaction que les opérateurs. C'est ce qui s'est passé à l'ONATRA. Donc il ne fallait pas faire cela. Il ne fallait pas faire cela. Le marché d'un pied dit si nous voulons aujourd'hui avoir le juste prix, il faut une collaboration sincère et franche entre le ministère de l'économie et la douane. On envoie seulement les structures de prix des mêmes opérateurs économiques et à ce moment-là, on va vivre le juste prix, mais qui sera quand même influencé cette fois-là par l'inflation. Parce qu'on fait le bilan de 3 ans. Un pays fonctionne avec un climat des affaires. Un pays fonctionne avec des investissements. Le président Tshisekedi a beaucoup voyagé. Dans un premier temps, il a expliqué que c'était pour attirer des investisseurs qui doivent venir chez nous, apporter de l'argent, on va dire frais, investissement direct, avec des créations d'emplois, etc., etc. Si on fait une photographie d'aujourd'hui, nous sommes en mars 2022, à la MAPI, les statistiques sont en hausse ou en baisse quant aux investissements à l'étranger? Voilà. Ce qu'il faut noter ici, c'est que lorsque le PIB augmente, c'est qu'il y a eu de nouveaux foyers de richesse qui se sont créés. Lesquels? Non, je dis que les statistiques, la globalité de la production atteste que nous étions à 46 milliards, nous sommes à 52 milliards. Oui, mais c'est vrai qu'on cherche les investisseurs. Non, je voulais d'abord parler de cette affaire du climat des affaires. Oui. C'est ce qu'on appelle en anglais le doing business. Doing business, oui. En matière de texte, oui. La RDC n'a plus le problème de texte à ce qui concerne le climat des affaires. Le problème, c'est au niveau des acteurs. On vous dit que pour créer une entreprise, il faut 72 heures au guichet unique. Mais vas-y, si tu vas, tu auras tous les papiers 3 jours après. En fait,
Le problème, la barrière est aujourd'hui anthropologique. C'est pourquoi, au-delà de tout ce que Dieu nous a doté comme ressources naturelles, nous devons travailler notre mentalité pour que nous puissions devenir effectivement un capital humain au sens de Gary Becker. Donc, je vous coupe parce que je vous ai dit que j'ai plus de 300 questions, mais ça ne fait que tomber maintenant. Parce que les gens qui vous suivent, et ils sont pragmatiques. Hein? Voilà. Arsène Mbila, qui est à Johannesburg, en Afrique du Sud, il dit lorsqu'il y a un problème sur l'affichage et les contrôles, qui en est responsable? C'est clair, c'est direction du gouvernement central. C'est le ministère de l'économie. Il faut lire la Constitution, c'est clair. Ernest Ngalamouloumé, à Lubumbashi, il dit, professeur, dites-nous combien d'entreprises de production Félix Tshisekedi a créé depuis 3 ans. Voilà. Je vais répondre à cette question-là. Depuis notre indépendance, je dirais même depuis 1885, notre économie est tirée, notre croissance, est tirée essentiellement par le secteur minier. C'est pour dire que lorsque même nous parlons de cette croissance, il s'agit essentiellement de la croissance du secteur primaire, c'est-à-dire le secteur minier. Parce que ça va faire 2 ans de suite que nous avons importé et que nous avons exporté au moins 1 600 000 tonnes de cuivre. Donc notre croissance jusque-là n'est pas encore tirée par le secteur autre secondaire, donc de la manufacture. Il y a des préalables. Il faut. Donc, on ne développe pas l'économie avec son salaire. Donc l'économie se développe avec les secteurs bancaires. Donc nous devons avoir des banques de développement qui financent les grandes actions. De ce côté-là, nous avons des soucis. Le deuxième élément, il y a un déficit énergétique d'une manière telle qu'aujourd'hui, il y a des sociétés minières qui importent l'électricité de la Zambie. Et tout ça, ça bloque la diversification de la production. Même le Congo-Brazzaville commence à vouloir nous vendre. Voilà. Tout ça, ça pose un problème. Ce que je peux dire aux compatriotes, c'est que jusqu'à ce jour, et c'est depuis l'indépendance, j'ai l'autorité de le dire, notre croissance est tirée par les secteurs primaires. Il faut travailler davantage. Mais lui parle d'entreprises de production créées pour augmenter ces PNB, ces produits nationaux bruts. Non, mais je lui donne la source. Donc actuellement, du côté manufacture, il n'y a pas grand-chose. La croissance, le moteur de la croissance de l'économie congolaise, c'est le secteur primaire. C'est vrai, il y a des investisseurs qui sont venus plusieurs fois, qui ont annoncé des montants. Il y a des Allemands qui ont parlé de 50 milliards de dollars, mais ce n'est pas encore effectif. Évidemment, l'électricité, par exemple. Évidemment, les Égyptiens devaient venir. Évidemment, c'est que les gens doivent comprendre. Les Américains, les Belges, les malheurs du Congo, c'est que les gens qui ont fait la politique avant nous, ils disaient à la population que les jours où eux allaient accéder au pouvoir, chaque Congolais allait avoir un poulet tout cuit sur son assiette. Ça ne se fait pas comme ça. Le développement d'un État est chronophage. Rosto l'a dit avant moi. L'Europe a été construite pendant 4 siècles. La Chine se bat depuis plus de 50 ans. Elle n'est pas encore développée. Depuis Mao, elle n'est pas encore développée. La Chine, c'est un État émergent. Et pour ceux qui ne le savent pas, la classification, c'est que lorsque les revenus par habitant oscillent entre 1050 et 4000 $, vous êtes un État revenu intermédiaire. Lorsqu'il oscille entre 4 milliards et 12 milliards, vous êtes un État émergent. Vous ne serez développé que lorsque vous aurez un revenu par habitant qui est au-dessus des 12 milliards de dollars. C'est pour dire que le développement d'un État, non seulement qu'il est endogène, il se construit. Et c'est pour cela que, pour ceux qui ne le savent pas, dans ces pays, nous avons maintenant un plan national stratégique de développement. Donc il faut suivre ce plan et travailler davantage. Ça pourra nous permettre d'être un État développé. Alors, Patrice, mais au-delà de cette planification, chaque jour, nous verrons, si nous continuons à travailler bien, nos conditions de vie s'améliorent. Votre collègue Patrice Kankolonga Djoban, en Afrique du Sud,
lui il est direct, hein, il vous pose cette question. Pensez-vous que le ministre de l'économie est compétent? Regardez ce qu'il a fait avec ces dossiers de poissons de Namibie. Le 15 septembre, j'avais fait un tweet. J'avais dit qu'il n'y aura pas un carton de Chéchard à $20 à Kinshasa. Pour les festivités de fin d'année. Je l'avais dit, le 15 décembre, il n'y en a pas eu. Moi, c'est mon travail, je ne fais que ça. Vous concluez avec lui? Non, à lui, moi, j'ai dit que j'avais fait un tweet le 15. Moi, c'est mon boulot. Je ne fais que ça. Et lorsque vous faites de l'économie, il y a des actions. Lorsque vous faites du développement, il était conseiller, je ne suis pas venu parler déjà moi. Moi, je parle de principe. Oui. Si vous voulez stabiliser les prix à Kinshasa, il y a des actions au Congo, bien sûr. Il y a des actions à court, moyen, long terme. Court terme, fais ce que je viens de te dire, la collaboration entre le ministère de l'économie et l'administration des droits. Moyen terme? Moyen terme, il faut penser maintenant à travailler dans l'agriculture, dans l'élevage, et ne pas comme à l'époque on avait acheté des tracteurs. Oui. Moi je suis fermier, mais les bénéficiaires de ces tracteurs n'avaient aucun lopin de terre. Et pire encore, les zones à vocation agricole, c'est notamment au Grand Kivu. Et là-bas, ce sont des zones montagneuses. Les tracteurs qu'on avait achetés ne pouvaient pas être efficaces sur ce terrain-là. Donc, je referme la parenthèse. Aujourd'hui, il faut penser à investir dans la pêche. Ce n'est pas comme j'ai appris les gens à dire que non, l'industrie de pêche est à radiscoter. Faux. Donc, ce qu'on demande à la RDC, ce n'est pas de créer une entreprise industrielle en matière de pêche. On fait quoi là? Il faut faire de bonnes ventures. Joint venture. Il y a le Maroc, il y a la France, il y a. Ces gens-là ont du matériel. Et avec l'évolution aujourd'hui de la technologie, c'est possible d'avoir la chaîne des fois de manière photovoltaïque. Pas besoin d'amener l'électricité au Kivu. La science a tellement évolué que c'est possible donc d'y penser déjà. Mais nous ne demandons pas qu'on puisse créer des entreprises tout de suite parce que nous n'avons pas encore l'expertise. On commence par des joint ventures. Via ces joint ventures, il y aura transfert de technologies. Et à ce moment-là, à moyen et long terme, la difficulté que nous avons dans ce pays, c'est qu'on nous a dit qu'on développe un État du jour au lendemain. Même Dieu ne l'a pas fait. Vous n'êtes pas en train de... Le Dieu omnipotent et totipotent. 7 jours. La création du monde depuis 7 jours. Et là, je rêvais mes oripeaux des théologiens. C'est que quand Dieu avait commencé la création, les luminaires n'étaient pas encore créés parce qu'ils l'ont été qu'au 4e jour. Mais donc, qu'on arrête. Le mandat n'a que 5 ans. C'est ça le malheur. C'est ça le malheur des Africains. Pour les Africains, ils croient qu'un seul président peut développer un État. Mais c'est qu'on fait quoi là? Chacun joue sa partition. Et si tu lis l'évolution, moi j'ai un grand respect pour tous ceux qui ont travaillé à la croissance économique de notre pays. Aujourd'hui, le président Fati vient de mettre la barre avec plus de 6 milliards, mais il faut lire d'où nous venons. Tous ces gens-là qui ont travaillé, moi j'ai du respect pour eux. Ce qu'il faut dire au Congo, aux Congolais, c'est qu'on ne développe pas un État par compétition. On développe un État par avant, moi c'était mauvais, maintenant moi on doit faire mieux. Chacun de nous a sa partition à jouer. Si nous continuons à croire qu'il y a un seul président qui va lui tout seul développer ces pays, il faut réécrire alors l'économie du développement. Donc, l'actuel président joue nerveusement son rôle. Ceux qui étaient avant lui, ils ont joué leur partition. Le plus important, c'est de nous interroger maintenant pour savoir si nous sommes dans la bonne direction. Il vous a reproché, Rodempoy, de tout expliquer, même quand ça ne fonctionne pas ici au Congo. L'une des questions qu'on m'a posées ici, c'est de savoir, est-ce que la politique de la répression, notamment anticorruption, de la manière dont c'est fait avec les arrestations souvent expéditives, sans confisquer les biens volés, est-ce que
la culture de scandale avec des projets dont on apprend le lendemain que tel projet, on a détourné autant, et qu'il n'y a pas, on va dire, des sanctions d'une manière radicale, est-ce que ça contribue à une économie prospère? Vous qui faites le bilan des 3 ans. Modestement, il faut d'abord dire aux compatriotes qui posent cette question que celui qui a ressuscité la lutte contre les détournements des biens, c'est votre humble serviteur. Vous avez commencé avec votre prédécesseur. C'est moi qui ai donné le ton et j'en détiens encore le secret. Et vous avez envoyé votre prédécesseur. Donc, c'est-à-dire à cause des véhicules. S'il te plaît. On combat la corruption par conviction. Pas par complaisance. Un ancien voleur ne combattrait jamais la corruption. Regarde même dans le système éducatif, les gens qui trichaient à l'école, ils sont très complaisants avec les étudiants. Donc c'est ça la difficulté. Donc je préfère... Ce que vous insinuez. J'apprécie ce qui est fait. J'apprécie le travail de l'IGF. Oui. Mais je crois qu'il faut en faire davantage. Ce que les gens ne savent pas, c'est que nous n'avons pas seulement la culture de l'immédiateté, mais nous avons également la culture de l'honnêteté. Nous croyons que lorsque vous commencez à combattre la corruption, c'est du jour au lendemain que vous aurez des résultats. Non. Lisez, donc il y a un grand auteur américain, Robert Kierkegaard. C'est celui qui a développé la théorie sur la lutte contre la corruption. Il dit, si vous voulez lutter contre la corruption, il faut éviter des monopoles, il faut éviter des pouvoirs discrétionnaires, et on doit sanctionner les contrôleurs. Donc IGF, on doit contrôler. Naturellement, que ce soit les juges. Moi, j'apprécie ce que l'IGF fait. Mais si on veut en faire davantage, si nous voulons le faire scientifiquement, il faut qu'il y ait des gens qui contrôlent aussi l'IGF, des gens qui contrôlent les juges. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. J'ai un grand respect pour l'IGF. C'est le seul corps protégé. Sur le plan technique, bien sûr. Parce que le reste des corps, les régies financières, avaient finalement ouvert les vannes à tout le monde. Mais depuis l'époque où nous avons été recrutés dans les régies financières, c'est le seul corps qui était resté avec les mêmes éléments recrutés par Kazumba, des restes mémoire. C'est-à-dire sur le plan technique, ce sont des tatillons. Alors, la théorie dont je cite cet auteur-là, Robert Kierkegaard, dit que lorsque vous voulez lutter contre la corruption, il ne faut pas qu'il y ait trop de monopoles et de pouvoirs discrétionnaires. J'apprécie l'IGF parce qu'il associe la population à sa démarche. C'est ce qu'enseigne également Kierkegaard. Et la société, ce que les gens doivent savoir, oui, c'est que les résultats de la lutte contre la corruption ne deviennent pas palpables du jour au lendemain. Je te donne l'exemple d'un État comme le Hong Kong. Ils étaient dans la même situation que nous. Mais ils ont commencé la lutte contre la corruption. 20 ans après, aujourd'hui, dans le ranking de Transparency International, ils sont pratiquement en pole position. Donc, ce que Félix Tshisekedi commence, ce n'est qu'un début de la lutte. Oui, qui pourra prendre c'est ce qui avait manqué. Moi, je te dis, la plupart de ses prédécesseurs n'ont pas fait que de mauvaises choses. Mais leur talon d'Achille, c'est qu'ils n'ont pas pu combattre sans concession la corruption. Ils l'auraient fait avec tout ce qu'ils avaient comme prouesse sur le plan quantitatif, le pays sera d'avant. Donc, l'apport de l'actuel président, c'est cette bataille acharnée contre la corruption. Mais pourvu que ça dure. Mais alors, je vais te dire quelque chose. Oui. En psychologie, il y a ce qu'on appelle la théorie du miroir. Lorsque l'AFDEL entre en République démocratique du Congo, j'étais encore inspecteur de douane à l'aéroport. Mais j'ai vu des collègues douaniers qui venaient me dire, mais pasteur, maintenant nous devons travailler pour notre pays. On arrête cette histoire de la corruption. Mais quelle a été la déception? 2 mois après, les mêmes qui combattaient la corruption, ils sont revenus plongés dedans. Donc le seul conseil que je peux donner à notre président maintenant, c'est qu'il continue. Et même après lui, il ne faut pas que ça puisse s'arrêter avec lui. Il ne faudra pas que le jour où lui ne sera pas là, que l'IGF puisse disparaître. On doit en faire toute une culture. Comme en Chine. Oui. Comme en Chine. Et en Chine, je t'ai dit que moi je connais, je fais une partie de
ma formation douanière à la Shanghai Customs School, il y a des douaniers qui ont été fusillés pour avoir favorisé la fraude. Donc quand on combat la fraude, on ne la fait jamais avec des opportunistes, on combat la fraude par conviction. Et moi je te dis que ça c'est mon apport. J'apprécie ce que l'IGF fait, mais il faut encore en faire davantage. Aujourd'hui nous avons un léger avantage, c'est d'avoir à la Cour constitutionnelle un président qui n'est pas sorti de la magistrature. Professeur Kalouba. Voilà, il n'est pas sorti de la magistrature, donc c'est une autre culture. L'IGF fait son travail, on demande au président de la Cour constitutionnelle de faire le suivi de tous les dossiers de détournement. Entre-temps, l'ANR traque les contrôleurs là, mais tu vas voir que le Congo se portera de mieux en mieux. Comme mon maître Derez Mémoire Roguiza Maguire disait, toujours davantage. Aujourd'hui plus qu'hier. Président. Demain plus qu'aujourd'hui. Président, là je vous appelle le président parce que vous êtes le patron de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous êtes enfin juge parti. C'est-à-dire, c'est vous qui contrôlez, vous êtes autorité budgétaire de la ville de Kinshasa. De tous les débats, est-ce que Godin Poye est fier d'être celui qui contrôle la transformation de Kinshasa? Si c'est oui, il est fier de quoi ici dans la capitale? Merci beaucoup, JMK. Je suis fier parce que je suis le premier Quinois. Les Quinois vous suivent, hein? Je suis le premier Quinois avec mes collègues du bureau qui avons construit un immeuble pour la ville de Kinshasa. Ça n'existait pas avant? Personne ne l'a fait avant. Modestement. Je suis fier parce qu'avant nous, il n'y avait que la commune, c'est notre downtown, la commune de Gombe, qui était embellie, entretenue. Mais aujourd'hui, la quasi-totalité des artères principales de Kinshasa sont balayées de nuit comme de jour. Sans moyens, s'il vous plaît. Ils sont payés? Sans moyens. Ces gens-là qui balayent. De nous, s'ils n'étaient pas payés, ils auraient déjà arrêté. Donc, je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être respecter dans leur maison en disant mais nos avenues sont sales. Lisez bien les règles urbanistiques de la RDC. L'État nettoie les artères principales et chacun balaye les devants de sa maison. Et les trottoirs? Si chaque Quinois, oui les trottoirs ça c'est bon, mais si chaque Quinois balaye les devants de sa maison, nous aurons une ville non seulement scintillante mais aussi brasillante. Alors, donc je suis fier, aujourd'hui l'histoire retiendra que sous mon mandat, il y a eu un Quinois, ensemble avec ses 4 collègues du bureau, qui s'étaient sacrifiés pour bâtir un édifice en faveur des... Ça vous laissera la possibilité. C'est de l'histoire, c'est du jamais fait dans ce pays. L'histoire retiendra que pendant notre mandat, on a vu les gens balayer toutes les artères principales de la ville de Kinshasa, de nuit comme de jour. Les gens peuvent ne pas le reconnaître. Aujourd'hui, tu peux circuler à Bumbo, à Selembao, à Makala avec fierté. Les routes sont construites. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est qu'on ne peut pas faire tout en 5 ans. Et je suis fier, hier j'ai reçu l'un des anciens dirigeants que nous avons remplacé dans mon bureau. Lequel? Il me dit, je ne vais pas citer son nom. Oui. Il me dit, mais Godé, vous avez fait beaucoup de choses, vous n'en parlez pas. C'est avec nous que le Quinois a appris qu'on peut faire aussi des décorations en Afrique. Oui. C'est avec nous. Tu vois l'avenue Kassavoubou? Oui. Cette avenue a fait 40 ans sans être éclairée. C'est avec nous. Donc, je suis fier, j'ai joué ma partie. Il y a une question ici qui vient de Raïssa Kabunda à Libreville, au Gabon, et dit: quel est l'état de lieu du contrôle parlementaire président sur la ville de Kinshasa, notamment les dossiers Kinshasa-Bopeto, les grands marchés de Kinshasa? Très bien. J'aime ça. La première précision que je voudrais apporter ici, King Bopeto, ce n'est pas le fait de balayer les routes.
Kimbopeto, c'est le programme du gouvernement de la ville de Kinshasa. Ah bon? Parce que les gens parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Certainement que vous savez. Peut-être ça veut dire propriété quand même. Oui, oui, en fait, c'est cela. Donc, cette propriété-là, on ne la voyait pas que sur le plan de l'assainissement urbain. Donc, on devait en fait changer tout homme et tout l'homme. Je voulais dire ceci. Certainement qu'il y aura encore un autre qui va dire, mais lui, il est de l'Assemblée provinciale, comment il défend les... C'est la question qui vient. Je vais répondre d'abord. Oui, je réserve on dit la complicité entre l'Assemblée qui devait contrôler avec qui est l'exécutif. C'est pour dire qu'aujourd'hui, à ce qui concerne les contrôles, il faut d'abord connaître ce qu'on nous donne. C'est-à-dire le budget aujourd'hui, jusqu'à ce jour, la retenue de 40% a été postposée par la LOFIP de 2011. Donc on dit nous bénéficions de la rétrocession du gouvernement central. Et cette rétrocession, je suis capable de te dire ce que cela a fait sur cette ville. Donc j'ai un léger avantage d'être financier de formation et de fonction. Et je vais sur ce genre de... Est-ce que vous avez fait un contrôle parlementaire sur Kimbopeto, sur le grand marché, qui n'a toujours pas commencé les travaux? Voilà, j'aime bien ce genre de questions. Avant de venir sur ce plateau, mes collaborateurs sont là, j'étais au grand marché. Ah bon? Si tu passes par là... Il y a quelque chose là-bas? Si tu passes par là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, aujourd'hui, en fait, dans les pays des hommes normaux, les ambitions des hommes sont rabotées par l'unité des mesures. Et cette unité des mesures, c'est l'école. Mais chez nous, nous sommes là, dans la culture de la province. On a dit que, ouais, cette photo, on a dit que Ngobila a induit en erreur Félix Tshisekedi avec cette affaire de Kimbopeto. Bon, moi je parle de la ville, toi tu peux parler des hommes, mais au moins la réponse tu l'auras. Mais vous êtes le président. Voilà. L'autorité budgétaire, c'est vous. J'ai suivi de bout en bout les dossiers du grand marché. Avant de venir sur ce plateau, j'étais au grand marché. Si tu passes par là demain, tu trouveras qu'on est déjà en train de placer des colonnes métalliques pour encercler tous les marchés en vue du début des travaux. J'ai te dit des choses que je maîtrise. Il y a des mois, l'entreprise... Donc les mamans peuvent espérer. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Nous veillons au gré. Avec tout ce qu'il y a eu comme bruit. Tu sais, les Français ont une culture d'affaires. Lorsque vous venez investir sur un dossier où chaque fois vous voyez des gens qui viennent là-bas en train de braire, en train de brailler, mais les Français posent la question, est-ce que cette affaire va aboutir ou pas? Ils m'ont envoyé un délégué pour dire que nous sommes prêts pour commencer les travaux, mais nous voulons que l'Assemblée provinciale certifie que nous allons effectivement rentrer dans notre investissement. Oui. Sur pied de l'article 40 de la loi portant disposition applicable. Merlin Kazan. Nous avons donné cette autorisation. Mais ce que je peux dire actuellement, oui, c'est que demain tu peux envoyer tes caméras là-bas. Oui. Tu trouveras qu'on est déjà en train de baisser des colonnes métalliques pour encercler. Merlin Kazan qui est de Kinshasa, voilà. Il dit que le président nous explique la situation des agents de New Transkin, Carlin Mbouyamba à Libreville au Gabon, quel est l'état des lieux du projet Kinshasa Centraux, la question des infrastructures à Kinshasa, pourquoi le président Poyi s'est substitué à l'exécutif. Voilà, je vais répondre à cette question-là. Le malheur dans notre pays, il y a des gens qui pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. Je ne me situe pas à l'exécutif. Moi et mes amis, c'est-à-dire nous, l'Assemblée provinciale, nous sommes la première institution de cette ville. Vous devez être ceux qui contrôlent et ceux qui chicotent. Non, là, vous êtes devenus ceux qui font la promotion. Non. C'est ça l'inculture congolaise. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est elle qui élit les gouverneurs. C'est elle qui adoube les programmes du gouvernement. Tu sais ce que ça veut dire en politique publique? Lorsque l'Assemblée provinciale, lorsqu'on nous amène les programmes, lorsqu'on nous amène les budgets,
nous les modifions, ça devient notre affaire. Ce que Ngobi a fait, c'est votre programme. Enfin, je crois qu'il faut créer des écoles de gouvernance dans ce pays, ou bien peut-être faire un dessin au tableau pour que les gens comprennent. Mais si tu dis nullement l'exécutif, je suis fier dans ma peau. Il y a la seule fonction que je n'aime jamais occuper avec la constitution actuelle, c'est d'être gouverneur dans ma vie. Ah bon? Mais si on vous le propose demain, parce que vous êtes... Ce que j'ai dit là, non, d'abord, je suis plus pressé. Avec cette constitution, à moins que Dieu m'en parle. Donc, les gens parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Les politiques publiques territoriales commandent que lorsque l'exécutif amène le programme, amène le budget, en fait le budget c'est un plan financier annuel. Ces plans subissent des ajustements. Lorsque l'Assemblée fait des ajustements, et c'est l'Assemblée qui a élu le gouverneur. Le président Ngoy, donc, excusez-moi, oui, je pose cette question parce que... je suis là pour ça. Attendez. Il m'a été demandé ici de dire, le problème de vous, le président des assemblées provinciales, c'est que vous êtes toujours, vous commencez par être de concurrents, ou plutôt des adversaires de vos gouvernements exécutifs, mais vous finissez par être des complices et on vous met dans la poche. À l'époque, on disait Moïse Katumbi avait mis Kunkuwa Kumwanza dans sa poche. On avait dit André Kimbout avait mis Ntingi dans sa poche. Aujourd'hui, on dit Ngobila a mis Poi dans la poche. Tu as fini? Et que là où ce n'est pas le cas, vous faites tomber des gouverneurs toutes les semaines. Instabilité dans les gouvernements provinciaux. C'est ça l'incongruité. Donc à Kinshasa, là où il y a conflit, vous je suis d'abord. Moi je suis un messier. Moi je suis un messier. J'aime quand il me connaît. Je suis... C'est vrai que je ne suis pas riche. Donc vous n'avez pas fait non plus. Hein? Voilà. Merci d'avoir complété. Je t'ai dit, je l'ai dit à la télé. Depuis que je suis né, ce que j'ai dit là, les Très-Hauts me regardent et mon père m'entend de sa tombe. Je n'ai jamais demandé 1000 francs au gouverneur de la ville de Kinshasa. Oh. Moi, je suis un messier. Ne me pousse pas à parler à Lingala, ça bien. Je suis un messier, moi. Donc, moi, je ne suis pas ce genre de personne. Moi, j'ai le sens de l'État. Moi, j'ai appris comment on gère l'État à l'école. J'ai besoin de la stabilité sur cette ville. Pas l'émotion. Je suis fier de moi. Je te l'ai dit, le jour où tu vas rencontrer le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui est là, il te dira, il faut l'amener chez le cardinal, qu'il jure sur son honneur. Donc moi, je suis un messier, donc je ne suis pas de cette école-là. Je ne m'en ai rien dans ma vie. Moi, j'ai le sens de l'État. Tu sais, au départ, quand on disait que ça va marcher. Donc, le problème, c'est qu'au Congo, on devient, pour devenir politicien, il faut avoir les dons d'injurier les autres. C'est ça les grands politiciens au Congo. Mais ailleurs, les grands politiciens, ce sont ceux qui savent comment se développent les États. Donc, c'est pour te dire que pour le cas de la ville de Kinshasa, je suis tellement de grande taille que je ne peux pas entrer dans la poche de quelqu'un. Donc s'il y a des gens qui le font, c'est ailleurs, mais pas moi. Donc je n'ai pas cette éducation. Qu'est-ce qui a poussé Godin pour devenir lui-même l'homme qui nettoie les avenues de Kinshasa? Avec Fondation Godin Poy, avec des machines, la nuit, c'est campagne avant la campagne, c'est pour justifier le mandat, c'est parce qu'il y a un peu d'argent de côté. Quelqu'un vous a même comparé avec Kabound qui a fait des écoles et des ponts. Bon, Godin Poy ne fait pas ça que maintenant. Godin Poy est altruiste bien avant. Et d'ailleurs, ceux qui me côtoient, ils me disent que depuis que j'ai quitté la douane, je n'ai plus assez d'argent. Renseigne-toi, je suis altruiste, je suis habitué à... je ne suis pas seulement chrétien pour dire amen aux prêches des prédicateurs, mais je suis chrétien engagé, engageant, imbu de l'esprit de l'évangile, qui dit amen aux prédications, mais qui pose des actes qui sont amen. Cette fois-là, amen avec et à la fin. Donc, je le fais aujourd'hui. C'est ma façon de remercier ces gens qui m'ont fait confiance.
Ils ne m'ont pas choisi parce que je suis le plus intelligent. Parce que vous avez un discours anticorruption. Parmi les... oui, au propre comment figurer. J'ai fait carrière à la douane pendant 25 ans. À part les sorciers, on ne te dira pas que l'enfant de mon père a déjà demandé 1000 francs ou bien francs à quelqu'un pour... Je ne m'en ai rien dans ma vie. Donc, je combats la corruption par conviction. Quelles sont, on va terminer par là, quelle perspective vous voyez, Kodempoy, à 2 ans qui restent à Félix Tshisekedi, sur le plan économique? Vous avez parlé du plan stratégique, certes, mais les gens s'impatientent. Les gens trouvent que il n'y a pas de visibilité en termes économiques, qu'il n'y a pas de dynamique de production nationale. Le climat des affaires, on est membre de beaucoup de regroupements sous-régionaux, sous-régionaux plutôt, et que on ne voit pas l'engouement vers chez nous, dans d'autres zones économiques par exemple. Non, mais j'ai tout expliqué. Donc, par rapport aux perspectives, les gens pour venir investir, ils doivent s'assurer que vous avez de l'électricité. On ne vous écoute pas, ça fait une grande émission qu'on sait à la cour. Oui, ça c'est le gouvernement. Pourquoi on ne vous écoute pas? Bon, vous savez, moi, je l'ai fait par passion. Et moi, j'ai été boursier à 3 reprises. Je dois beaucoup à la RDC. Même quand ils me voient faire de l'assainissement, là, c'est par reconnaissance. J'ai été boursier par 3 fois. Donc, ce que je fais, c'est ça le rôle de l'université, en fait. Quand nous écrivons, on ne les lit pas. On ne lit pas, pardon. Mais nous devons parler. Alors, perspective par rapport aux 2 ans qui restent. Oui. Nous sommes dans la bonne direction. Et tant que la période sera ensoleillée sur la place internationale, il y a de l'espoir. Ce que je peux donner comme conseil à notre gouvernement, à notre président, aux Congolais, c'est que pour développer ces pays, il faut appliquer l'impoïsme. Oui, on peut le rappeler quand même, c'est l'impoïsme. L'impoïsme, c'est cette doctrine économico-managériale qui veut dire que si vous voulez développer un État, il faut avoir 3 choses. La discipline des dirigeants, le dur labeur de la population et la bonne intelligence avec la communauté internationale. C'est anormal. Comment quelqu'un peut faire carrière à la fonction publique jusqu'à sa retraite, il n'a jamais concouru? Mais on dit que l'État-providence, c'est ça. Hein? Non. Non, c'est pourquoi ça pose problème. Donc il faut en fait des personnes ressources. Bref, c'est pour dire que nous sommes, je l'ai démontré sur Falapi, que nous sommes dans la bonne direction. Il y a des ajustements qu'il faut faire. Ces ajustements, c'est que sur les plans économiques, il faut convoquer de plus en plus de grandes forces de l'intelligence pour avoir de l'inventivité et faire en sorte que d'ici 2023, que nous puissions être un État revenu intermédiaire. Sur le plan financier, oui, j'insiste qu'au regard du potentiel actuel, ce potentiel est dicté par la reprise des activités économiques et le code minier de 2018 qui met fin à plusieurs privilèges fiscaux. Il faut les changer ou pas? Élargissant l'assiette, non, il faut les maintenir. Dans ce code, il y a des impôts qui ont été décuplés. Donc, on a pris encore davantage. Le potentiel est tel que le budget actuel est sous-évalué. 10 milliards. Avec de plus en plus de disciplines, nous allons atteindre 12 milliards comme lui-même l'avait promis les jours de son investiture. Dernière question. Et au marché, j'insiste, oui, rationalisons les contrôles, on aura le juste prix, en passant par la collaboration entre le ministère de l'économie et la douane. Dernière question. Quelqu'un lui demande pourquoi il fait tout ça, à la fois juge et parti, au lieu de faire pourquoi il dit. Mais je fais aujourd'hui, je suis fier, moi je peux faire avec toi le tour de la ville de Kinshasa. Tu vas voir l'éclairage. Quand moi je grandissais sur cette ville, on appelait cette ville Kinike Sedilo Kongelingeli. Nous, le Bilo Kongelingeli en français, ça veut dire ceinture. Oui. Et nous avons ramené ça.
Mobutu est fier de nous là où il est. C'est fait sur le monde là avec les... Mobutu est fier de nous là où il est. Ah bon. Papa Étienne Tshisekedi est fier de nous. Et nous aussi. Nous allons rendre Désiré Kabila fier de nous. Le monde est fier de nous, Kassavou est fier de nous. Merci. Donc nous faisons la fierté de cette ville. En fait, le problème c'est lequel? Nous avons le malheur d'avoir les opposants qui sont plus riches que nous. Ils contrôlent tous les médias qui ne parlent qu'à mal de nous. Heureusement que Dieu m'a donné GMK. Merci. Mon ami et mon frère. Merci beaucoup. Ah ben, vous avez votre partition. Merci beaucoup, Président. Merci. Si vous avez d'autres sons de cloche, n'hésitez pas. L'émission sera rediffusée longuement. Vous allez couper la partie qui vous intéresse. Kodempo est un professeur, il parle aisément. À bientôt.